Certains économistes parlent d'une économie 3.0 en référence à la troisième évolution du web dit intelligent, une économie qui crée de la richesse en s'appuyant sur le métissage des savoirs, des cultures et des techniques, une économie finalement collaborative, créative et plus en phase avec les attentes sociétales. Alors dans ce contexte, de quel talent l'entreprise a-t-elle besoin? C'est ce que nous allons voir avec Christophe Pat, directeur de projet RH, fondateur du portail d'information myrhline.com et également du salon Talent Management qui se tiendra dans 15 jours. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Également à mes côtés, David Bernard, psychologue du travail et directeur associé d'Assess First, solution d'analyse de la personnalité des candidats. Messieurs, bonjour. Bonjour. Et bienvenue donc dans les décideurs de l'emploi. Et pour commencer, David Bernard, est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition de l'économie 3.0 et comment elle se traduit dans l'organisation ? Alors en effet, ce qu'on peut observer actuellement, c'est qu'il y a certaines modifications qui sont en train d'apparaître dans le paysage des entreprises, notamment les entreprises qui se complexifient. Tout va de plus en plus vite. Donc en effet, les entreprises sont amenées à développer de nouveaux modèles de coopération, de nouveaux modèles de collaboration. Et en effet, c'est des choses que l'on observe. Oui. Christophe Pat, vous, est-ce que dans votre activité également de conseil RH auprès des entreprises, vous observez une mutation de l'entreprise ? Alors on observe une mutation de l'entreprise, comme le dit David. Les choses vont très vite, les entreprises doivent s'adapter. Elles sont confrontées à un marché de l'emploi qui est compliqué, qui est difficile. Il est difficile d'aller sourcer les talents aujourd'hui. On constate quand même aujourd'hui que les entreprises sont à un niveau de maturité qui est encore assez loin de ce qu'on pourrait appeler une entreprise collaborative 3.0, etc. Donc il y a quand même un gap à franchir et les entreprises doivent aujourd'hui s'outiller pour arriver à franchir ce gap et atteindre leurs objectifs à 3, 5 ans, 10 ans. Alors justement, quelles sont les compétences nécessaires? David Bernard, vous parliez justement de ces organisations qui se complexifient, de la difficulté à anticiper les compétences de demain. Est-ce que néanmoins, à l'instant T, on recherche des gens peut-être avec des caractéristiques particulières justement pour pouvoir inventer ces organisations? Alors, il y a une étude qui est assez intéressante qui a été conduite et publiée dernièrement dans le Harvard Business Review. C'est une étude selon laquelle, aujourd'hui, les compétences qu'une personne acquiert, d'ici 5 ans, il y a à peu près 85% de ces compétences qui vont devenir obsolètes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les entreprises sont amenées maintenant à passer à un autre mode de gestion des talents. C'est-à-dire qu'on est passé d'une ère où on était vraiment centré sur la gestion des compétences et sur l'identification des compétences, notamment dans le cadre du recrutement. Et là, on s'oriente davantage vers l'identification et la gestion de ce qu'on appelle le potentiel. Pourquoi? Parce que si une personne va voir 85% de ses compétences devenir obsolètes d'ici 5 ans, ça veut dire que ce qui est important, ça n'est pas simplement les compétences dont elle dispose au moment où on va la faire rentrer dans l'organisation, mais bien sa capacité à acquérir, conserver, développer de nouvelles compétences. Donc on est plus en effet sur maintenant une gestion des talents qui s'oriente sur détection, identification du potentiel. Alors justement, vous êtes le directeur de votre société Assess First. C'est une solution d'analyse de la personnalité. Est-ce que vous diriez que justement aujourd'hui, l'enjeu dans le recrutement, c'est la personnalité? Alors la personnalité devient un enjeu majeur bien évidemment, mais quand on parle de potentiel, on ne parle pas seulement de personnalité. C'est-à-dire que quand on parle de potentiel, en gros, il y a 3 éléments qui vont être fondamentaux à bien valider chez les candidats et chez ses collaborateurs. Le premier, c'est ce qu'on va appeler la capacité de raisonnement. Donc là, on est vraiment dans l'aptitude à apprendre, la capacité à raisonner de façon juste, à acquérir de nouvelles connaissances, à manipuler, traiter ses connaissances. On a un autre élément fondamental dont vous venez de parler, qui est la personnalité en effet, parce que la personnalité, c'est ce qui va conditionner les comportements que les personnes vont présenter au quotidien. Alors, qu'est-ce que vous testez en particulier justement sur cette personnalité? Alors, dans la personnalité, il y a différents éléments qui sont importants à prendre en compte, mais je pense que dans le cas de cette entreprise 3.0, les choses qui vont être importantes à prendre en compte, c'est notamment la capacité d'adaptation, la flexibilité, mobilité intellectuelle, l'ouverture au changement également, parce qu'on dit souvent il n'y a qu'une seule chose qui ne change pas, c'est que ça change tout le temps, donc il faut avoir cette capacité à s'adapter.
notamment tout ce qui a trait à la gestion du stress également, et enfin, tout ce qui tourne autour de la sphère du leadership. Ça, ce sont vraiment les éléments qui sont fondamentaux à prendre en compte. Il y a peut-être un élément qu'on rajoutera également, qui n'est ni de l'aptitude ni de la personnalité, qui tient particulièrement à ce qu'on appelle les motivations des individus. Parce que détecter un collaborateur, détecter un candidat en externe qui a ce potentiel, c'est très bien, mais si cette personne n'a pas l'envie, n'a pas les moteurs qui vont permettre l'expression de ce potentiel, c'est un potentiel qui ne sera tout simplement pas réalisé. Christophe Pan, vous êtes d'accord avec ce que nous dit David Bernard? Alors je suis d'accord avec ce que dit David, je pense qu'après il faut faire un petit peu de prédiction par rapport à tout ça. Il y a un élément qui manque, c'est l'élément de se demander est-ce que le collaborateur qui va intégrer l'entreprise va être capable de travailler avec les équipes en place. Donc il y a cet aspect-là qui doit être également étudié, parce qu'on peut trouver le meilleur des collaborateurs. Quelqu'un de très brillant, mais qui n'est incapable de travailler en équipe. Qui sera incapable de travailler par exemple avec David, ou avec moi, ou avec vous. Et ça, c'est déjà plus difficile à détecter aujourd'hui. Voilà. Donc est-ce que vous voulez dire qu'aujourd'hui, les entreprises doivent, au moment du recrutement, déjà bien connaître leurs employés actuels pour savoir Exactement. si la nouvelle recrue s'adaptera bien à l'environnement? Exactement. La première étape du recrutement, ce n'est pas le recrutement. La première étape de l'entreprise et je dirais le projet principal actuellement des entreprises, c'est avant tout d'apprendre à se connaître. Quelles sont mes compétences actuelles? Quelles sont mes compétences clés, mes compétences critiques qui me permettent en fait de générer du business? Aujourd'hui, si vous interrogez 4 entreprises sur 5, elles vont avoir du mal à vous dire voilà, j'ai une cartographie précise de ces compétences critiques. Donc ça, c'est le premier travail à effectuer en interne. Et puis ensuite, au-delà des hommes, je dirais, l'entreprise va se dire voilà mes compétences actuelles et de quelles compétences je vais avoir besoin dans 3, 4, 5 ans pour faire évoluer mon business. Donc l'entreprise va devoir construire un modèle et se dire est-ce que les collaborateurs qui sont en place détiennent déjà les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui, ok, et est-ce qu'elles seront capables, dans 3-5 ans, de faire évoluer ces compétences, soit de les upgrader, soit de transformer une compétence actuelle vers une autre. Et alors, justement, si on se projette dans l'avenir, vous êtes le fondateur du salon Talent Management qui se tiendra donc dans 15 jours, les 27 et 28 janvier 2015. C'est la 3e édition, je crois, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous êtes capable de dresser peut-être un portrait robot du talent de demain? Alors, un portrait robot du talent de demain. Déjà, le talent de demain, c'est David, c'est moi. Il n'y a pas de portrait robot du talent de demain. Je pense que pour fonctionner aujourd'hui en entreprise, il faut faire preuve d'énormément de souplesse, être hyper adaptable. Après, c'est compliqué, c'est relatif à chaque structure, chaque entité, chaque métier, chaque business. On ne peut pas comparer, on ne peut pas donner un profil type entre quelqu'un qui va aller travailler dans une SS2I en région parisienne et quelqu'un qui va aller travailler en usine à Rouen. Typiquement, on ne va pas attendre les mêmes compétences techniques, on ne va pas attendre les mêmes compétences comportementales. Pour moi, il n'y a pas de profil type aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, la problématique est sur une problématique de savoir en entreprise. Est-ce que je maîtrise mon périmètre actuel en entreprise? Est-ce qu'en tant que DRH, je comprends le business, je suis capable de dire, voilà, j'ai telle compétence en interne et j'ai besoin de telle compétence demain. Et ensuite, je dirais, aller trouver les bonnes compétences soit en interne, soit à l'externe, c'est un autre débat, de trouver les personnes en tant que telles. Alors, sur ce salon Talent Management, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Combien d'exposants attendez-vous? À qui s'adresse ce salon? Qui sont les visiteurs ciblés? Et peut-être se revenir sur la genèse. Alors, pourquoi avoir créé ce salon dédié à la gestion des talents? Alors, le salon Talent Management est un salon qui est né d'un partenariat avec le e-learning forum. Donc, on crée un seul événement qui s'appelle en fait Total Talent, où on va avoir à la fois des spécialistes du e-learning, des serious games, etc., donc plutôt orientés formation, et puis des spécialistes de la gestion des talents. En fait, ce salon est né d'une discussion avec Anthony Rubaud, qui est un des fondateurs du salon e-learning, où on s'est dit ça serait intéressant de réunir ces deux univers, la formation et la gestion des talents. Parce que la gestion des talents, c'est quoi? C'est la gestion des carrières, donner de la perspective aux collaborateurs, la gestion des compétences, etc. Et ça passe par la formation. Et ça passe par la formation. Et ces nouveaux outils de formation, que sont les serious games, les MOOC, etc. Donc voilà un petit peu la genèse. Alors, qui on peut trouver sur le salon?
On peut trouver des sociétés, des experts en évaluation, comme David Assess Bernard First. avec la société Assess First, mais également comme des sociétés comme Cubix. Donc là, pour la partie évaluation, plutôt sur un aspect recrutement, 360 degrés, évaluation des compétences. Et on va également trouver des solutions de type logiciel, type Workday, type Federis, SumTotal, Cornerstone, où là, on est dans des solutions qui vont permettre d'identifier et de cartographier les compétences de l'entreprise, qui vont permettre d'analyser énormément d'informations. Vous savez qu'on parle beaucoup de Big Data aujourd'hui. Le Big Data RH passe par l'équipement des entreprises via ce type de solution. On peut citer d'autres marques, type Talentsoft, etc. Donc voilà un petit peu le type d'exposants qui vont être présents, principalement des experts. Et donc ça s'adresse particulièrement au département des ressources humaines des entreprises. Voilà, au DRH. C'est un salon B2B, le grand public Non, le grand public ne trouvera pas d'intérêt particulier à venir sur cet événement. On s'adresse vraiment à des populations de type directeur des ressources humaines, responsable du développement RH, etc. Très bien, je rappelle les dates, les 27 et 28 janvier 2015, dans 15 jours. Je rappelle aussi que Décideur TV est partenaire de ce salon et sera présent sur place pendant les 2 jours. Alors, David Bernard, on a parlé de cette entreprise 3.0. Vous venez également de rappeler cet aspect important des big data. Ça fait partie du logiciel de cette entreprise 3.0. Ce qui fait que finalement, on va demander aux talents de demain d'être à la fois créatif, connecté, collaboratif. Est-ce que c'est pas chercher finalement un mouton à 5 pattes ? Alors, c'est vrai qu'on peut pas peut pas imaginer trouver forcément l'ensemble de ces qualités, de ces dispositions personnelles chez une même personne. Après, on peut, il y a certaines personnes qui ont l'ensemble de ces caractéristiques, mais ce que les entreprises vont chercher à faire, c'est plutôt à créer des équipes avec une forte complémentarité. Tout à l'heure, Christophe a souligné l'importance notamment d'évaluer la capacité à collaborer, à coopérer, et c'est vrai que les entreprises s'intéressent de plus en plus à ces aspects importants dans le cadre de l'entreprise 3.0 dont on parle depuis le début. Et c'est pour ça que chez HSA, on a développé notamment un module qui va permettre, à partir de l'évaluation de plusieurs candidats, de plusieurs collaborateurs, de simuler notamment l'intégration d'une personne au sein d'une équipe existante. Et là, quand on a réalisé nos travaux, nos études, nos travaux de recherche portant sur le domaine de la collaboration, on s'est rendu compte que ce qui est important dans une équipe pour qu'elle fonctionne, c'est pas simplement de cloner les individus. On pourrait se dire, voilà, en effet, il y a certaines compétences qui sont fondamentales, qui sont cruciales, que tout le monde doit posséder. Non, en fait, ce qui marche davantage, c'est plutôt la complémentarité. Donc, complémentarité, notamment sur les aspects liés aux compétences comportementales. Donc certaines personnes auront des facilités pour exprimer leur créativité, leur inventivité, sens de l'innovation. D'autres seront beaucoup plus carrés, structurés. En revanche, s'il y a bien une chose sur lesquelles les personnes doivent se retrouver, c'est la question notamment des valeurs dans l'entreprise et la question des déterminants personnels, c'est-à-dire des moteurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte, lorsqu'on réalise justement ces fameuses études Big Data chez certains de nos clients, c'est-à-dire qu'on étudie de la très large population, on se rend compte que les personnes qui sont le plus en situation de réussite, que ce soit à un niveau individuel ou collectif, ce sont les personnes qui partagent certains moteurs, certaines motivations qui sont mises en mouvement par les mêmes sources d'engagement, tout simplement. Alors, vous le savez, Décideur TV, c'est aussi donner la parole aux internautes. Stéphane demande à quelle vitesse va se développer l'entreprise 3.0 en France. Christophe Patt. Est-ce que vous croyez à l'avènement de cette entreprise 3.0, on le rappelle, collaborative, pluridisciplinaire, créative, connectée? Est-ce que vous y croyez ? Je vais prendre un exemple en fait. On parle beaucoup des réseaux sociaux, ça s'est un peu calmé ces derniers temps dans le monde des ressources humaines. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont pris la parole sur l'intérêt des réseaux, des nouvelles technologies, etc. Maintenant, quand on regarde le gap entre la réalité, c'est-à-dire l'utilisation en entreprise, hormis quelques grands groupes qui ont tenté l'aventure, si on parle de la majorité des entreprises françaises qui sont des PME aujourd'hui, très peu d'entreprises utilisent les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça commence à arriver. Et pourtant, on en parle depuis 5 ans. Donc en fait, il faut faire attention à ces décalages de discours et la mise en place opérationnelle. Là, je pense qu'on est plus dans une phase d'évangélisation, en fait. Comme ça l'a été et ça l'est encore un peu pour les réseaux sociaux. Alors, pour répondre à Stéphane, est-ce que vous avez un pronostic? Dans combien de temps l'ensemble des entreprises françaises seront 3.0? 10 ans, 15 ans.
15 ans. David Bernard, est-ce que vous êtes plus optimiste? Un peu plus optimiste, je dirais d'ici 5 années à peu près, je pense. Après, c'est toujours difficile de jouer les oracles comme ça, mais voilà. Je pense que d'ici 5 ans, déjà, il y aura davantage de maturité et plus d'entreprises s'y seront mises. Alors, on a beaucoup parlé du modèle collaboratif. Est-ce que ça signifie la fin du manager? Alors, la fin du manager, question très intéressante. Google s'intéresse à cette question. Donc, ils se sont dit, tiens, on va essayer de fonctionner sans manager. En responsabilisant chacun des collaborateurs, en leur donnant un maximum d'autonomie. Ils se sont rendus compte qu'en effet, ça permettait à chacun de trouver un certain épanouissement, d'être plutôt très productif. On connaît la productivité de Google. En revanche, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné pour une raison simple, c'est qu'à un moment donné, eh bien, les personnes ont besoin, ne peuvent pas travailler chacune dans leur coin. Il y a besoin de coordonner l'action des uns et des autres. Les personnes également, pour trouver du sens dans leur travail, ont besoin d'avoir de la visibilité sur la vision. Donc je pense que le manager reste, c'est même pas que je pense, c'est que c'est la réalité de ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, les gens ont besoin d'avoir une vision, d'avoir un projet auquel elles adhèrent. Et ça, notamment, c'est le rôle du manager. C'est à un moment donné de faire redescendre cette vision qui est portée par la direction, se faire les dépositaires de cette vision, la communiquer aux uns et aux autres. Et puis on a besoin de contact humain dans l'entreprise également. C'est quelque chose d'important, quoi. C'est ce qui crée du lien. Ouais. Christophe Pan, vous êtes d'accord avec ce que dit David Bernard? Oui. Quel est le rôle du manager selon vous? Moi, je pense qu'on ne peut pas fonctionner sans manager. Effectivement, il faut quelqu'un qui coordonne les actions. C'est comme un État qui fonctionnerait sans gouvernance. Ça paraît compliqué. Ça devient un peu l'anarchie. Ça peut fonctionner dans certains modèles, dans certaines activités, mais ça ne peut certainement pas se généraliser. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, le rôle du manager, je vais faire une corrélation. On parle beaucoup aussi aujourd'hui d'engagement et de satisfaction. Avec David, on a créé une société qui s'appelle Pollbench, où on mesure justement l'engagement et la satisfaction des collaborateurs, notamment, et celle des candidats également. On se rend compte que le manager n'est pas forcément le problème pour les salariés. Ce n'est pas ce qui revient en priorité dans les points de désaccord avec l'entreprise. Ce qui revient en priorité, c'est ce qu'a souligné David, c'est manque de visibilité, quel est le projet de l'entreprise, donc manque d'engagement. Si on ne connaît pas le projet, c'est difficile d'y adhérer. Donc il y a un déficit de management? Il n'y a pas un déficit de management, il y a un déficit de communication dans l'entreprise, tout simplement. Et donc qui peut créer des problématiques de management. Les managers ne sont pas forcément non plus suffisamment aujourd'hui informés de leur direction générale, de la marche à suivre, etc. Donc ça, c'est la réelle problématique, je pense. Donc le relais managérial entre la direction générale exactement. Et je pense le que reste des collaborateurs. Le problème est plus situé à la source aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de manager salarié, c'est bien souvent un problème de direction générale, management intermédiaire. Donc si le management intermédiaire n'a pas les bonnes informations, n'a pas les billes, il est difficile de les redescendre aux collaborateurs. Vous êtes d'accord avec ça, David Bernard? Je ne peux qu'être d'accord avec ça, en effet. Est-ce que dans votre société, vous transmettez les messages à votre management intermédiaire? Ah bien évidemment, oui, je vais pas vous dire le contraire en même temps. Non, bien évidemment, et puis en plus, on est bien placé chez Assesseur quand même en plus pour identifier les meilleurs talents, et puis on sait justement l'importance de tout ça. Mais ce qui est important notamment au travers de ce qu'on a réalisé chez Pollbench, parce que là on a lancé pas mal justement une quantité significative d'enquêtes de satisfaction d'engagement chez les collaborateurs, c'est exactement ce qu'a souligné Christophe, c'est-à-dire qu'on voit l'importance cruciale du fait de proposer une vision qui soit claire, engageante, enthousiasmante aux uns et aux autres. Également, la question liée aux valeurs de l'entreprise, qui est très importante aussi, qui ressort de manière assez prégnante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il est fondamental pour les collaborateurs d'être dans un projet où ils se retrouvent et aussi d'évoluer dans une entreprise dans laquelle les valeurs sont raccord avec leurs valeurs personnelles. Alors bien évidemment, on n'est pas dans un monde idéal où chacun trouverait l'entreprise dans laquelle il va se retrouver à 400%, mais si on n'a pas quand même la majorité de ces valeurs que l'on peut expérimenter, vivre au quotidien dans l'organisation dans laquelle on travaille, ça ne peut pas fonctionner. Alors justement, vous anticipez, on va passer justement à notre rubrique les conseils aux candidats et vous allez me dire quels conseils vous leur donnez pour évoluer de manière tout à fait harmonieuse dans cette économie 3.0. C'est les conseils aux candidats. Alors David Bernard, vous le disiez, avant tout, avant de choisir un emploi, il faut le choisir en
corrélation, en correspondance avec ses propres valeurs. C'est ça qui est fondamental? Ah ben c'est ça qui est fondamental en effet. Donc c'est-à-dire peut-être davantage postuler, viser des entreprises, pas balancer son CV comme ça en se disant tiens je fais une multidiffusion, je vais envoyer à 300 entreprises. Non, non. Moi ce que je conseillerais aux candidats véritablement c'est de cibler les entreprises dans lesquelles ils ont envie de travailler. Aujourd'hui les candidats ont les moyens très concrets de se renseigner sur les entreprises et pas simplement en regardant le site internet, en lisant une plaquette, mais également en contactant, pourquoi pas, des personnes qui travaillent déjà dans l'entreprise, au travers de réseaux comme LinkedIn ou Viadeo. Il y a possibilité de se renseigner, vraiment de savoir quelle est la réalité de cette entreprise. Alors, Christophe Pat, comment on fait en effet pour être certain, est-ce que d'ailleurs on peut l'être certain, de rentrer dans une entreprise qui corresponde à ses valeurs, parce qu'il y a parfois ce qu'il y a sur le papier ne correspond pas forcément à ce qu'il se passe en réalité. Quel conseil donneriez-vous? David Bernard disait il faut rencontrer les gens, est-ce que c'est ça le conseil? Je pense que en fait, rencontrer les gens, c'est pas un conseil, c'est une facilité qu'offrent les technologies actuelles. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut travailler dans une de mes structures, typiquement, peut me contacter directement. Il n'aura pas de mal à me contacter. Il n'est pas obligé de répondre à une annonce standard. S'il a vraiment envie de travailler dans la structure, si c'est quelque chose qui est prioritaire pour lui, oui, il a plus de moyens qu'avant de le faire. Maintenant, après, c'est propre à chacun. Je ne pense pas qu'il y ait de révolution à ce niveau-là pour le moment. Et alors, comment accroître sa créativité? Voilà, les entreprises de demain demanderont à leurs recrues d'être de plus en plus créatifs. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler, David Bernard? Alors, donc deux choses, la mauvaise nouvelle et la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que la créativité, c'est quand même quelque chose à un moment donné, il y a des personnes qui sont plus ou moins câblées pour être créatives. Donc voilà. Après, on peut quand même développer sa créativité. Et pour ceci, il y a différentes manières de faire. La première, c'est tout d'abord, ça paraît tout bête, mais lire tout simplement, se nourrir. Parce que la créativité, ce n'est pas avoir une idée qui sort de nulle part. La créativité, c'est plutôt avoir cette capacité à mettre en commun, à mettre en corrélation deux choses qui semblaient pourtant n'avoir aucun lien l'une avec l'autre. Donc, il y a à lire sur ces domaines d'expertise, mais également sur des domaines qui peuvent n'avoir rien à voir du tout. Ça peut être rencontrer des personnes qui sont dans son domaine, dans d'autres domaines, échanger avec ces personnes sur ses pratiques, encore une fois, sur son domaine d'expertise. Et puis, ça peut être des choses un petit peu plus inhabituelles. On se rend compte dans les études qui sont réalisées que voyager, par exemple, aller à la rencontre de l'étranger avec un grand E, c'est quelque chose qui peut également nourrir la créativité, se nourrir d'art contemporain ou plus classique d'ailleurs. Mais ce sont toutes des choses qui vont stimuler l'inventivité de la personne, nourrir l'imaginaire, et c'est à partir de ça qu'on va devenir plus créatif. Après, la question à se poser, c'est comment est-ce que je transforme cette créativité? Qu'est-ce que j'en fais? Parce que se nourrir, c'est une chose, mais il faut bien comprendre que dans le processus créatif, il y a toujours un moment d'acquisition justement de tout ce matériel, de toutes ces informations, et puis un moment où il faut arrêter, faut accepter d'arrêter de faire rentrer les choses pour être plutôt dans la production de contenu créatif. Voilà. Merci. Simon demande, est-ce que vous recrutez actuellement, peut-être l'un et l'autre, est-ce que dans vos organisations, Christophe Pat, est-ce que MyRHline recrute, est-ce que le Salon Talent Management recrute? Actuellement, oui, on recrute, oui. Est-ce que vous voulez dire un peu plus? Vous recherchez quel candidat? Actuellement, on recrute pour notre activité de conseil, on recherche des consultants RH. Très bien. Et chez SFR, on recrute toujours des consultants également, donc des consultants dont le rôle est de porter justement ces nouvelles solutions d'évaluation du potentiel auprès de notre clientèle, qui est composée à la fois de grands comptes, de cabinets de conseil en recrutement. Et puis on a également sur Pole Bench, donc l'activité liée à l'évaluation de la satisfaction et de l'engagement, nous cherchons également des personnes, des consultants. Des consultants. Après, je pense... Si vous me permettez, j'ai juste un conseil quand même, un basique pour le candidat, au-delà de la créativité, etc. Je pense que le candidat, la base, c'est de s'intéresser et de se renseigner sur la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit un panel de candidats et on a un candidat sur 10 qui s'est réellement intéressé à la structure en elle-même. Ce qu'on fait, depuis quand on existe, c'est quoi notre projet, etc. Parce que je pense que ce soit chez DesignRH, Salesforce, etc., on utilise très largement les réseaux, donc on communique largement sur nos identités. Donc c'est assez simple d'aller se renseigner. Et on reçoit des candidats qui
Alors justement, Muriel demande pourquoi est-ce si difficile de trouver des bons candidats, d'embaucher, alors que même que nous sommes dans un contexte de chômage. Est-ce que vous rencontrez vous-même des difficultés à l'embauche? Et si oui, pourquoi? Alors, difficulté à l'embauche, en fait, tout dépend. C'est-à-dire que pour embaucher la bonne personne, j'ai envie de dire, il faut commencer par savoir exactement ce que l'on recherche. Ça paraît tout bête, mais c'est vraiment un fondamental et qui n'est pas toujours appliqué par toutes les entreprises. Et notamment, ce qui peut être intéressant, c'est justement, par exemple, d'auditer en interne, faire un petit audit, se dire, voilà, aujourd'hui, quels sont les talents dont je dispose, qu'est-ce que ces personnes ont en commun, qu'est-ce que les personnes qui réussissent le mieux, par exemple chez moi, ont en commun, est-ce qu'il y a des choses en commun, parfois il n'y en a pas, parfois il y en a, et utiliser justement ces critères comme des critères de préqualification des candidats. Aujourd'hui, par exemple, nous avons pu travailler avec une entreprise qui recrute plusieurs centaines 300 par an, ça fait plusieurs centaines de commerciaux par an, et donc ils avaient quelques difficultés justement pour recruter ces personnes, et identifier les bonnes personnes, surtout les personnes qui allaient évoluer rapidement, un fort ramp-up, et puis qui allaient rester dans l'entreprise. Eh bien, on a étudié en amont, chez elles, qu'est-ce qui fonctionnait, et ensuite on a réutilisé, donc on a construit un modèle prédictif, et ensuite on a pu réappliquer, donc les mêmes critères ont été utilisés dans le cadre de la présélection, et là on a pu voir une amélioration significative de la qualité du recrutement, avec en plus donc un ramp-up beaucoup plus rapide, des personnes plus opérationnelles, plus rapidement, et des personnes en plus qui restent 25% en moyenne plus longtemps dans l'entreprise. Donc voilà. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Quant à moi, je vous retrouve dès mardi prochain et on parlera cette fois du compte personnel de formation. Merci, à la semaine prochaine.